Aujourd'hui, le centre de gravité du monde, il est en Asie. Dans cette guerre hybride permanente, tout est une arme. Peu à peu, il prépare l'arrivée d'un dollar en bitcoin. Nous sommes en train de perdre cette hégémonie morale qui a été la nôtre. L'Europe, d'abord, elle est mal. C'est un secret pour personne. L'Europe est devenue une machine à normes. En 2050, la Chine sera la première puissance du monde. Les 5 premières banques mondiales, les 4 premières sont chinoises. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Monsieur Alain Juillet. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on m'a demandé de vous parler bien sûr des États-Unis, de ce qui se passe, mais je voudrais le cadrer, si vous voulez, je voudrais inscrire ça dans un ensemble pour que tous, si vous avez du moins ceux qui n'y ont pas forcément réfléchi à fond, puissent voir un petit peu toutes les imbrications de ce qui se passe. Et pour commencer, je voudrais d'abord résumer, si vous voulez, ce que je vais vous dire avec une phrase de Thucydide. Alors pour les connaisseurs, Thucydide, c'est un auteur grec qui avait écrit La guerre du Péloponnèse. Et dans ce livre, où il parle justement des guerriers, des Athéniens, des gens de Sparte et des autres, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit une phrase que je trouve merveilleuse car elle s'adapte parfaitement à aujourd'hui, que les forts agissent selon leur volonté et que les faibles en subissent la conséquence. Et ce n'est pas une rhétorique, parce que c'est un principe du monde actuel. Regardez le monde tel qu'il est, en rapport de force, et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit, avec l'émotion et la morale, qui est la caractéristique en particulier des Européens. C'est la fin, nous vivons la fin, le bouleversement du monde, c'est la fin d'une espèce de parenthèse enchantée, il faut bien le dire, qui se termine par un retour brutal à la puissance brute. Et ce n'est pas autre chose. On sort de l'hégémonie normative, qui est la caractéristique de l'Europe, pour revenir à la pure mécanique de puissance qu'on a connue dans le passé, et donc qui n'est pas une nouveauté, mais qui nous surprend un peu. Mais elle nous surprend parce que c'est la fin d'un cycle de domination des Occidentaux qui a duré 5 siècles. Elle a commencé en 1492, le début du siècle, au moment des grandes découvertes, de la domination maritime, le début de la colonisation. Elle a changé, mais tout en restant dans le même ordre d'esprit, en 1945, avec l'institutionnalisation faite par les vainqueurs. C'est la création de l'ONU, de l'OMC, du FMI, qui sont toutes des organisations dans lesquelles les vainqueurs sont privilégiés par rapport aux autres. Ensuite, on a vécu de 1990 à 2010 l'illusion, la mondialisation heureuse, comme disait Alain Minck, où on a vraiment cru qu'on était rentré dans un universalisme libéral. Et puis maintenant, 2026, la réalité nous tombe dessus, on est dans la rupture. Le modèle occidental qu'on a utilisé depuis donc fort longtemps, depuis 500 ans, ce modèle n'est plus structurellement le modèle dominant. Et ça, c'est une réalité. L'architecture internationale héritée de 1945 ne reflète plus la réalité démographique et économique de 2026. Et on voit bien, quand on regarde les chiffres, on voit que le basculement du centre de gravité du monde, c'est plus, parce qu'il n'est plus en Amérique, ni il n'est plus non plus en Europe, comme il avait été bien avant. Aujourd'hui, le centre de gravité du monde, il est en Asie. Si vous prenez le comparatif en PIB, je précise tout de suite, mais en PIB, en pouvoir d'achat équivalent, bien entendu, pour avoir des chiffres comparables, les fameux BRICS dont nous parlons, vous savez, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, les Émirats et les autres, ces BRICS aujourd'hui, ont un chiffre d'affaires, un PIB, si je peux dire, par PPA, un PIB supérieur, largement supérieur à celui du G7. On avait 2 points d'écart, on est maintenant à 7-8 points d'écart à l'avantage des BRICS. Donc ça veut dire que c'est eux qui sont les acteurs numéro 1 du monde. Et un élément qui le confirme, si vous voulez, c'est le fait, je ne sais pas si vous savez ce chiffre, c'est que quand on prend les 5 premières banques mondiales, vous savez, on parle tous de Wall Street, de tout ce que vous voudrez, les 5 premières banques mondiales, les 4 premières sont chinoises. Seule JP Morgan, la 5e, est américaine.
ça vous dit ce qui est en train de se passer. Et on ne veut pas le voir parce que ça nous fait mal, évidemment. On a perdu notre domination culturelle, c'est évident. On a des gens qui, en face de nous, revendiquent leur souveraineté sur le plan économique, sur le plan culturel, dans tous les domaines. En définitive, le leadership a changé de cap, et la puissance matérielle, elle est passée à l'Est. Et ça, c'est une réalité, si vous voulez. On peut dire ce qu'on voudra, on peut se cacher la réalité en face, on peut dire non, je ne veux pas la voir, mais il n'empêche que c'est une réalité, vous pouvez la vérifier, prenez vos chiffres, regardez, vous verrez ce que je vous dis. Et alors, pourquoi on nous rejette en définitive? Pourquoi tous ces pays, les BRICS et les autres, nous rejettent? Alors je crois qu'il y a trois éléments fondamentaux. D'abord, on nous accuse d'utiliser des institutions internationales qui sont biaisées au niveau des règles du jeu, parce qu'elles ont été conçues par nous et pour nous. Je vous disais tout à l'heure, c'est le système des vainqueurs de 1945, ceux qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, et on a fait un système. L'OMC favorisait les Occidentaux, le FMI favorise le dollar, bien entendu, et les Occidentaux, et ainsi de suite. La deuxième, c'est qu'on nous accuse des hypocrites. Les champions du monde du deux poids, deux mesures. Quand on fait quelque chose qui est hors des règles, on le vit actuellement, on trouve ça normal, mais quand les autres le font, on trouve ça insupportable. Alors les autres disent avec raison, pourquoi nous on a tort et jamais vous? Et un bon exemple de ça, c'est le fameux droit d'ingérence. Vous connaissez tous le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence pour les gens du Sud global, c'est le summum du colonialisme, puisqu'on intervient dans un autre pays pour lui imposer, au nom de nos règles, une vision qui n'est pas la leur. Il faut s'accrocher quand même. Alors évidemment, ça ne plaît pas. Et j'ajouterai le troisième élément qui n'est pas négligeable, parce qu'on y reviendra, c'est essentiellement le problème européen, c'est l'imposition normative. C'est-à-dire qu'on rejette les leçons, on fait des leçons de morale, on rejette tout le reste, on fait des leçons de morale sur les processus électoraux, sur les droits de l'homme, ou ce que vous voudrez, et on veut l'appliquer à des cultures qui ne sont pas les nôtres, à des histoires qui ne sont pas les nôtres. Et évidemment, ça ne peut pas marcher. Parce que ces gens-là, ils ont une histoire, ils ont une culture, et ils ne sont pas d'accord pour qu'on veuille leur imposer une vision du monde qui est la nôtre et qui n'est pas la leur. Alors, tant qu'on dominait, ils ne disaient pas grand-chose. Maintenant que ça a basculé, évidemment, ils affirment qu'ils ne veulent pas nous suivre. Et donc, nous sommes en train de perdre cette hégémonie morale qui a été la nôtre. Alors, pour vous résumer ça très vite, en définitive, le monde d'hier, celui que nous avons vécu jusqu'à maintenant, c'était un monde, on peut dire, de l'illusion, dans lequel on appuyait depuis 1945 notre pouvoir, notre vision, par le droit international, la morale, les règles, un consensus multilatéral qui était orienté. Bref, c'était un système dans lequel la loi primait sur la force, ce qui était effectivement parfait. C'était moral, satisfaisant, on était tous contents. Aujourd'hui, avec cette rupture que nous vivons, le monde d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Quelles sont les 4 clés du monde d'aujourd'hui? La puissance brute, l'intérêt national, les sphères d'influence pour chacun et les rapports de force. En définitive, c'est un système physique où la force définit la loi. Ce n'est pas du tout la même chose. Et entre parenthèses, on va y venir pour les États-Unis, c'est ce qui se passe dans tous les cas de figure qui vous intéressent et dont on va parler. Donc les valeurs, il faut bien le dire, nos valeurs, les valeurs ne disparaissent pas. Chez nous, elles sont toujours valables, mais elles cessent d'être l'élément structurant au niveau des relations internationales. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler aux autres en partant de nos critères, il faut aller voir les autres en écoutant et en utilisant leurs critères, ce qui n'est pas la même chose. Et alors, dans ce cadre-là, on assiste à une guerre hybride entre tout le monde. Il y a aujourd'hui... On a ce que j'appelle la guerre hybride, il faut bien le voir, c'est pour expliquer, parce que certains le connaissent ce mot, mais d'autres ne savent pas très bien ce que ça veut dire. La guerre hybride, c'est une guerre qui n'est pas seulement militaire, mais elle va très loin. La guerre hybride, c'est le militaire, l'informationnel. Vous avez vu ce matin, le général Bonnemaison, il a pu donner des coups de projecteur là-dessus, mais c'est aussi juridique. La guerre juridique, c'est la guerre technologique, c'est la guerre monétaire, c'est la guerre économique. C'est-à-dire que ces 6 éléments sont tous des éléments de la guerre qui est menée aujourd'hui. Et cette guerre, elle ne se pratique pas de moment en moment, de temps en temps.
hein. C'est une guerre qui se pratique de manière permanente, en continu, avec des moyens qu'on appelle non létaux, c'est-à-dire on ne tue pas. Hein. On ne tue pas, mais on assassine d'une certaine manière. Hein, parce que dans le fond, hein, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, dans cette évolution, il faut bien le voir, dans cette guerre hybride permanente, tout est une arme. Et c'est ça qu'il faut bien regarder. La distinction entre temps de paix et temps de guerre n'existe pas, elle est obsolète. On est en guerre permanente, alors que ça plaise ou ça plaise pas. Et une guerre permanente dans laquelle chacun défend ses propres intérêts et pas les autres. Alors, les Américains, Trump, pour en parler du président Trump, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent défendre leur empire, parce que nous sommes rentrés dans une logique, avec ce que je viens de vous dire, on est rentré dans une logique d'empire. La logique d'empire, c'est la loi du plus fort, et qui contrôle une zone. Pour les Américains, ils ont fait, avant, avec M. Biden, il était clair que l'Amérique voulait dominer le monde. Trump a compris que c'était plus possible, avec ce qui se passe, évidemment. Hein, et donc, lui, il part du principe que l'Amérique, c'est sa zone. Donc, son empire, c'est l'Amérique. Donc, malheur à qui touche à l'Amérique, et tout ce qui est en Amérique, qui considère que c'est à lui. Alors, ça, c'est comme ça qu'on a vu, par exemple, le Groenland. Quand vous regardez une carte du monde, non pas comme on la voit chez nous, mais une carte du monde centrée sur les États-Unis. Hein, le centre, c'est les États-Unis. Et vous regardez ce qu'il y a autour. Vous allez voir effectivement que, par exemple, le Groenland a une importance énorme. Il n'a pas du tout la même forme et la même taille que sur une carte qui est basée sur l'Europe, qui est centrée sur l'Europe. Et ce Groenland, c'est une clé avec le Canada, c'est la clé de l'accès à l'Arctique, hein, qui va devenir bientôt une mer à peu près libre, enfin 9 mois de l'année sur 12, et qui est une zone richissime en pétrole, en nodules, minéraux de tout genre, et ainsi de suite. Donc ça intéresse tout le monde, et les Américains, ils veulent pouvoir y participer. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont le Canada entre les deux. Donc en prenant le Groenland, évidemment, ça change les choses. Alors vous allez me dire, oui, mais les Groenlandais ne le veulent pas. Alors vous avez vu, Trump a dit, moi je m'en fous, je suis prêt à mettre 370 milliards, il a dit, pour acheter le Groenland. Reprenant ce qu'ils avaient fait avec nous, parce que n'oublions pas que Trump a acheté la Louisiane, qui représentait la moitié des États-Unis actuels, à Napoléon. Il a acheté la Californie aux Espagnols, hein, et ils ont acheté l'Alaska aux Russes. Donc ils savent ce que c'est qu'acheter une partie de leur territoire à l'étranger. Donc ça ne les choque pas d'acheter le Groenland. Hein. Alors le problème, simplement, c'est on se demande pourquoi il peut annoncer des chiffres aussi importants pour acheter, alors qu'il y a 50 000 habitants au Groenland. La moyenne de salaire, en gros, c'est 1 000 € par mois, 12 000 par an. Hein. Eh bien, si vous arrivez, vous voyez chacun d'entre eux, que vous leur dites « je vous donne $1 million » et vous votez dans un référendum pour devenir américain, vous pensez sérieusement que celui qui gagne 10 000 $ par an va dire non ? Et ça coûte combien ? 50 milliards. Ça ne coûte pas 370. Donc, en définitive, il tient le Groenland, il peut le faire basculer quand il voudra. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Que ce soit moral ou que ça ne soit pas moral. Ce n'est pas son problème. Comme je vous l'ai dit, un empire regarde son intérêt et c'est tout. Alors, quand on voit le Venezuela, c'est la même chose. C'est l'analyse des produits. Là, vous parlez du territoire avec le Groenland. C'est l'analyse des produits. Pour être quand même important dans le monde, il ne faut pas uniquement contrôler une zone. Il faut aussi avoir des domaines dans lesquels on est plus fort que les autres. Alors pour lui, il y a bien sûr une partie du numérique, mais il y a aussi bien sûr le pétrole. Vous savez que là, actuellement, les États-Unis, grâce au pétrole de schiste, sont les premiers producteurs mondiaux. En mettant la main sur le Venezuela, qui était le plus grand gisement mondial de pétrole, ils deviennent, et de loin, le premier producteur dans le monde. Ils peuvent donc contrôler les prix du pétrole. Hein, et en plus l'exploiter. D'ailleurs, vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ça, c'est très intéressant. Il a enlevé le président et sa femme, ça, c'est une première mondiale. Hein. Depuis Hélène de Troie, vous savez, la belle Hélène à Troie qu'on avait enlevée, c'est la deuxième fois dans l'histoire
qu'on enlève un chef d'État et sa femme. Enfin bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enlevé. Ils l'ont remplacé par qui? Par le numéro 2 du régime, Dulcy Rodriguez, en lui disant « tu n'as pas le choix. Tu es avec nous ou tu pars en prison pour 100 ans. Tu es avec nous ou tu touches la prime, une partie de la prime pour le fait qu'on a capturé Maduro. » Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « je joue, je reste ». Et peu à peu, elle est en train de faire évoluer les systèmes. Mais dans le système, ce qui, entre parenthèses, vous explique pourquoi actuellement en Iran, ceux qui pensent qu'il va y avoir une transition démocratique, ils n'ont rien compris, mais rien compris. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, Trump, le premier jour? Il a dit « on a déjà 3 candidats pour remplacer l'ayatollah Khamenei ». Deuxième temps, qu'est-ce qu'il a dit? Malheureusement, les 3 qu'on avait choisis sont morts dans la première frappe. C'est bien la preuve que les Américains veulent mettre à la tête du pays un pasdaran, c'est-à-dire quelqu'un qui est encore dans le système, exactement comme au Venezuela, pour tenir le système et par contre le faire évoluer. Vous voyez? Donc c'est une logique d'empire qui n'a absolument plus rien à voir avec la morale, avec tout ce que vous voulez. Ça n'a absolument pas ça. Il faut bien regarder ça. Alors, qu'est-ce qui joue, en définitive, au-delà de ce que je viens de vous dire? Qu'est-ce qui fait Trump? Il ne cherche pas à diriger le monde par le consensus, ça c'est bien évident, ça ne l'intéresse pas. Il cherche à sécuriser sa zone d'influence par la force, en disant, dans mon coin, il n'y a que moi, et c'est tout. Et alors, pour ça, il verrouille les technologies, là vous le savez bien dans votre domaine, avec le verrouillage des microprocesseurs, avec la domination de l'IA, enfin ils essaient de verrouiller ça. Il essaie de réindustrialiser au maximum à l'intérieur en augmentant les taxes à l'importation. On en est les victimes, bien sûr, mais ce qui fait que tout le monde va faire des usines aux États-Unis et redévelopper la production locale. Et puis, il joue sur le dollar et bien sûr sur les échanges, le SWIFT. Mais vous remarquez que sur le dollar, comme il y a des problèmes actuellement, parce que certains pays lâchent le dollar, il est en train de basculer. Peu à peu, il prépare l'arrivée d'un dollar en bitcoin. Donc on voit qu'il y a une modification. L'Amérique, si vous voulez, est en train de changer complètement sa stratégie. Alors en phase 2, il y a un pays, bien sûr, qui est intéressant, c'est l'autre empire, c'est la Chine. Or, Trump se positionne par rapport à la Chine, mais la Chine se positionne par rapport à Trump. Alors la Chine, c'est très différent. D'abord, il y a un chiffre qui peut vous intéresser. La Chine produit 1 million d'ingénieurs par an, quand les Occidentaux produisent 1 million d'avocats et de spécialistes des normes. Qui va perdre la guerre? La messe est dite. C'est ça qu'il faut voir. Le FMI a raison de dire qu'en 2050, la Chine sera la première puissance du monde. Et Trump, il le sait très bien, mais il veut préserver sa zone à lui pour rester tout puissant, pour être leader dans sa zone, mais il sait qu'en face, il y en a d'autres qui veulent aussi être leaders. Mais comment ils font les autres? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils appliquent un jeu totalement différent du nôtre. Nous, on est des joueurs d'échecs, on tue celui qui est en face. Eux, non, ils jouent au Go. Et le jeu de Go, on ne tue jamais l'adversaire. On l'encercle et on le fait travailler pour vous. C'est la règle. Et la deuxième règle, c'est qu'on prend du temps. Alors ça, il faut bien le voir aussi. On est avec les Chinois, on est dans une méthode très pragmatique, très patiente. Ils ont le temps pour eux. Mais quand vous regardez de plus près, regardez, ils ne réagissent pas sur l'Iran. Et pourtant, c'est les plus touchés par le manque de pétrole en Iran. Mais quand vous regardez, ils ont déjà commandé aux Russes de faire un pipeline qui va partir de Yamal. Yamal, c'est le gisement en Sibérie qu'on avait fait entre Total et les Russes. Donc, ils vont partir de Yamal. Il y a un énorme pipeline qui est en train d'être construit pour approvisionner directement par voie terrestre les Chinois. Et là, il n'y aura plus de problème de bateau. Alors, ils savent que pendant 2 ans, ils vont avoir des difficultés, mais après, le problème est définitivement réglé. D'autant plus, comme ils sont en train d'envahir pacifiquement par l'immigration la Sibérie, où il y a de plus en plus de Chinois à cause des conditions de vie, bien sûr, vous voyez la suite, vous pouvez imaginer la suite. Donc, on a aujourd'hui ces 2 empires qui s'opposent avec des moyens, je dirais, totalement différents les uns des autres. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on ne peut pas juger ou analyser la Chine avec notre approche. On se trompe à chaque fois. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus analyser les Américains avec notre approche, parce que l'Amérique actuelle, c'est l'Amérique du deal, de la transaction, qui n'a rien à voir
avec celle qu'on était avant de négociations, d'accords communs et ainsi de suite. Alors là-dedans, bien sûr, je suis obligé de vous dire un mot sur l'Europe. L'Europe, eh bien, d'abord, elle est mal. C'est un secret pour personne. Elle est mal parce qu'il n'y a pas d'Europe politique aujourd'hui, on le voit bien. Il y a une juxtaposition d'intérêts nationaux qui sont divergents et qui paralysent l'action générale. Regardez la position des gens du nord de l'Europe, du milieu de l'Europe et du sud de l'Europe, ça n'a absolument rien à voir. Alors le deuxième élément, c'est que l'Europe est devenue une machine à normes. Il y a une inflation réglementaire, on a mis en place des normes qui tuent l'économie progressivement. Alors on s'en rend compte, vous avez vu Mme von der Leyen, par exemple, vient de dire hier, on s'est trompé sur le nucléaire. Oui, mais c'est gravissime, parce que ça fait 30 ans, elle a tué le nucléaire en France. Enfin, ils ont tué le nucléaire en France, ils ont freiné le nucléaire au niveau international, et résultat, on dépend de quoi? On dépend du gaz. Parce qu'entre parenthèses, tous les journaux, vous regardez les médias actuellement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, formidable, le pétrole, il monte un peu. Et pourquoi on ne parle pas du gaz du Qatar, qui lui est complètement bloqué? Est-ce qu'on sait que le prix du gaz a augmenté de 300%? Or, comment on paye l'électricité avec les normes européennes? Qu'est-ce qu'elles ont fixé comme référence pour l'électricité? Le gaz. Ça veut dire que préparez-vous à l'augmentation des tarifs du gaz en Europe. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Seulement, personne n'en parle, parce que là, on est très ennuyé. Parce qu'on s'aperçoit que notre norme, elle n'était pas la bonne. Alors, on est donc dans un moment où les États-Unis sont en train d'affirmer leur puissance. La Chine, elle joue son rôle, c'est évident. Et j'essaie de vous dire très rapidement, mais je m'en excuse. Les Européens, eh bien, il va falloir qu'on trouve un chemin là-dedans. Et puisque là, on est devant des entrepreneurs français, européens, il faut bien se dire que, puisqu'en Europe, on a de graves difficultés, qu'on est faible, on fait partie des faibles, nous, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, il faut regarder les choses en face. La croissance du monde ne sera plus en Europe. La croissance du monde, elle se fera ailleurs. Ça veut dire que si on veut se développer dans le futur, il va falloir aller chercher ailleurs les relais de croissance qu'on n'aura plus chez nous. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on pourra toujours en Europe trouver des secteurs en forte progression, mais ces secteurs en progression, ils sont dus à l'innovation. Et là encore, pour le moment, les innovations, eh bien, il faut bien reconnaître qu'elles sont plus fréquentes en Chine, qui a le record cette année du nombre de brevets déposés, ou aux États-Unis, et pas assez chez nous, d'autant plus que les innovations chez nous souffrent d'un manque de financement. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, à savoir que tout n'est pas perdu, loin de là, parce qu'il n'y a pas les faibles ne vont pas mourir, contrairement à ce que disait Thucydide, à condition qu'ils réagissent et qu'ils cherchent des voies pour s'en sortir. Mais si par contre on attend de l'Europe et de la France globalement de pouvoir s'en sortir, alors on est très mal parti par rapport à ce qui est en train de se passer. Merci.